Bonsoir, bienvenue à notre nouveau Stammtisch. Aujourd'hui, on va parler de créer son propre oracle. Je vous parlerai aussi de ce livre de Marc Neu qui est très bien. Créer son propre oracle, je le différencie de créer son propre tarot. Un tarot est régi par des lois, entre guillemets, une utilisation un peu différente de celle des oracles. Bonjour à celles et ceux qui arrivent. On a déjà Sam qui est là. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, hop. Et voilà Sam. Elle dit bonjour Sam. Oh, qui pue la croquette. Je pense qu'il vient de manger. Et Dean. Welcome Dean, bien. Comme ça c'est fait. Oh, tu fais tout le tour. Allez hop. Hop là. Et Dean, qui est toujours très à l'aise quand on le porte. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'était Sam et Dean. Ce sont, pour celles et ceux qui ne connaissent pas les lives, ils viennent toujours me voir quand je suis en train d'enregistrer une vidéo ou un live. Donc ils étaient là. Donc pour une fois en plus j'ai une nouvelle lumière. Alors c'est assez agréable parce que je trouve que c'est une lumière mieux. Beaucoup mieux et beaucoup plus facile à installer. Donc bonjour à celles et ceux qui arrivent. Donc aujourd'hui, on va parler de créer son propre oracle. Et donc ce n'est pas tout à fait pareil que créer son tarot, parce que j'expliquais que les tarots étaient régis par des codes qui sont particuliers au tarot. Les oracles, pour créer un oracle, on est, disons, plus libre que dans un tarot. On doit respecter une certaine tradition du tarot, alors qu'un oracle peut être fait de différentes manières, sous différentes formes, et sous différents... c'est pas forcément des cartes, par exemple. Les runes, je considère ça plus comme un oracle. Alors les runes sont les runes, mais je le classe dans les oracles. Il y a eu d'autres oracles très différents, en géomancie par exemple. Le Yiking est un oracle, peut être considéré comme un oracle. Donc il y a vraiment différentes façons de fabriquer un oracle. J'ai ici, là, les runes des sorcières. Alors il y en a très peu en fait, mais c'est un oracle, c'est ce qu'on appelle un oracle. Voilà, je ne sais pas si on les voit, ça ressemble à ça. C'est en céramique, parfois elles peuvent être en bois. Les miennes sont en céramique, elles viennent de chez Marc Neu. Chaque fois il y a un petit symbole dessus. On peut poser des questions assez simples, il n'y en a pas beaucoup. Si vous tirez celle-là, c'est la merde. Voilà, le soleil. Et ça, c'est un oracle dit de jeter, c'est-à-dire qu'on va le jeter sur un tapis pour le lire. Moi, je l'utilise parfois un peu différemment, en tiré, comme un peu avec les cartes, mais souvent, comme les runes, on va l'utiliser en jeté. Et on reviendra sur ces questions de tirage parce que c'est quelque chose à prendre en compte quand vous fabriquez votre propre oracle. Pour commencer, quand on fabrique son propre oracle, il ne faut pas penser à un jour l'éditer. Il faut que vous créiez, quand vous décidez de faire un oracle, il faut qu'il soit d'abord pour vous, c'est-à-dire qu'il ait une signification profonde pour vous, avant de penser à l'éditer par exemple. Je vois des gens éditer plusieurs oracles. Souvent, ils sont très bien conçus, mais au bout d'un moment, il y a une sorte de répétition dans les oracles, parce que finalement, c'est toujours la même personne qui crée. Je pense une personne ne peut pas éternellement créer plein d'oracles différents, ou alors accompagné d'une autre personne qui apportera une vue différente, et on sera une sorte de collaboration. Parce que tout simplement, les oracles sont très liés à ce qu'on est, à notre perception du monde. Alors dans le livre de Marc Neu, que je vous conseillerais
Donc je vais vous en parler un peu et ça va un peu guider notre discussion. Alors, le mien est déjà tout corné, voilà, hop là, c'est fait. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au départ, il nous parle justement de la perception qu'on peut avoir du monde. Et moi, je rajouterais aussi que chacun a sa propre perception. Votre perception du monde n'est pas la même que moi, donc votre intuition va fonctionner sur des ressorts différents. Et chaque personne a des ressorts d'intuition différents les uns des autres. Donc il faut bien être conscient de ces ressorts d'intuition avant de vouloir créer un oracle. Qu'est-ce qui fait marcher chez vous votre intuition? Qu'est-ce qui déclenche l'intuition chez vous? Cette intuition qui va vous mener plus tard vers la divination ou la guidance ou les deux. Donc ce sont des choses importantes à analyser avant de se lancer dans un oracle. Ce n'est pas parce qu'on a tiré une fois 1 ou 2 oracles que l'on peut se lancer dans la création d'un oracle. Je crois qu'il faut avoir quand même un certain temps derrière soi de connaissance de différents oracles pour pouvoir se lancer dans la fabrication d'un oracle. Tout simplement pour avoir vu chacun et chacune un oracle, enfin des fonctionnements d'oracles différents et peut-être même des formes d'oracles différents. Ça permet de voir aussi vers quoi on veut se diriger pour faire notre propre oracle. Donc rappelez-vous, ce qui est très important, c'est d'abord de faire un oracle pour soi. Souvent, si on décide de faire un oracle pour soi, c'est qu'on estime que dans les jeux existants, peut-être que ça ne répond pas entièrement à des besoins pour votre propre intuition, pour votre propre mode de fonctionnement. Donc, il ne faut pas du tout le faire au départ dans un esprit mercantile. Ça va être d'abord de répondre à un besoin, je pense, pour vous. Alors, il peut être aussi très petit, on l'a vu avec les runes de sorcières, il n'y en a pas énormément. Il y a des jeux qui sont très petits, très peu de cartes. Ce n'est pas la peine, un oracle n'a pas besoin d'être un truc extrêmement où il y a beaucoup de cartes, beaucoup de pièces. Ça n'a pas besoin d'être en quantité. Il faut qu'en qualité, il soit fonctionnel et pas en quantité qu'il soit fonctionnel. Et ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte parce que suivant votre temps, tout simplement, le temps que vous allez donner à cette fabrication d'oracles, vous n'allez pas forcément aller vers un oracle qui est compliqué. L'important, ça sera pour vous qu'il soit parlant et qu'il réponde à des besoins que vous ne trouvez pas ailleurs. Donc, il faut déjà connaître des oracles avant. Et bien sûr, il faut lire. Dans le livre de Marc Neu, il définit la divination, ce qui est pas mal, parce qu'on oublie souvent. Mais quand on veut faire un oracle, il faut être aussi à l'aise avec sa propre capacité à travailler son intuition, que ce soit vers la divination ou la guidance. Il relève les 3 points qui sont tout autant importants pour moi, c'est le savoir-faire et l'intuition. Ce sont 3 choses très importantes, à la fois quand vous travaillez avec des jeux et que vous travaillez avec des personnes, ou si vous-même pour le faire avec vous-même. Donc souvent, vous pouvez vous entraîner. Comme je le dis toujours, les guidances collectives, on ne s'y lance que quand on est vraiment à l'aise avec les jeux. C'est quelque chose qui viendra plus tard. Mais par contre, une guidance personnelle va vous permettre de découvrir les ressorts des oracles que vous possédez avant de vous lancer dans la fabrication du vôtre et de comprendre comment ça marche. Donc quand vous fabriquez un oracle, il faut se souvenir que ce sera basé sur ces 3 piliers qui sont le savoir-faire et l'intuition. Le savoir, c'est ce qu'on va apprendre, ce qui est plus intellectuel. Le savoir-faire, c'est justement l'expérience, par l'expérimentation. Et c'est l'expérimentation qui peut justement, c'est peut-être même le savoir-faire plus que le savoir qui va déclencher l'envie de faire un oracle, parce qu'en ayant du savoir-faire, vous vous rendez compte que les oracles qui existent, ou que vous avez vous, ne répondent pas forcément à vos attentes entièrement.
Et peut-être que ce savoir-faire, parce que vous l'avez développé, va faire que vous aurez envie de créer un jeu qui vous soit personnel. Et il y a bien sûr l'intuition. L'intuition reste importante, surtout dans les arts divinatoires, comme on les appelle, qui sont un peu particuliers et qui sont à part, c'est quelque chose d'un peu à part. Donc il y a toutes les connaissances qu'on peut acquérir de façon non intuitive, ça va être à l'école, ça va être en lisant des livres, et après on va pouvoir, alors parfois on est intuitif, je veux dire on est NAIT intuitif, il est vachement haut mon truc en fait, voilà c'est mieux. On est intuitif et puis parfois on va devoir travailler cette intuition. C'est une question de nature ou peut-être parce que plus jeune on a été frustré dans son intuition et qu'on l'a un petit peu écrasé, peut-être parce que des parents n'étaient pas tout à fait réceptifs ou une question d'éducation. Donc parfois on n'a pas eu l'occasion de développer cette intuition et ça va venir plus tard. Donc là ça va demander un travail peut-être plus long aussi sur le savoir. Dans le livre de Marc Neu, il définit d'ailleurs plusieurs profils de devins que je trouve assez juste, et parce que nous avons tous et toutes une autre façon de faire fonctionner notre intuition et une autre façon d'aborder les jeux, la divination, les guidances. Donc au départ, il n'y a pas à tortiller du cul, comme on dit, il faut apprendre, il faut lire, il faut aller voir des jeux, on peut se renseigner. Alors déjà Internet c'est bien sûr une source immense, moi je reste beaucoup sur les livres parce que je suis vieille et que j'aime les bibliothèques qui s'écroulent, mais les livres restent importants parce que dans un livre, vous voyez, on peut les corner, un livre on peut le relire, c'est beaucoup plus pratique, enfin pour moi. Et surtout, si vous avez décidé de faire un travail sur votre oracle, il va falloir que vous puissiez avoir de la documentation sous la main, pas être à moitié sur Internet. C'est plus casse-pied. Je trouve que les livres, pour ça, ça permet une réflexion à plus long terme que d'imprimer des trucs qu'on va perdre, enfin moi en tout cas, etc. Donc il faut apprendre. Un apprentissage, on a toujours l'impression sur les réseaux sociaux aujourd'hui que les apprentissages c'est très rapide, qu'en 2 heures vous pouvez lire des tarots, lire des oracles, ce n'est pas le cas. C'est souvent le travail d'une vie entière, on ne s'arrête jamais d'apprendre, ça ne finit jamais. Et je pense que les premières années, il faut vraiment les consacrer à l'apprentissage. Je fais toujours la relation avec la conduite en fait. Dans la conduite, il y a des codes, il y a des choses qu'on apprend, mais après il y a des choses qui deviennent intuitives. Et en plus, je ne conduis pas. Mais c'est un peu comme une voiture en fait. Voilà, on va apprendre des choses, il y a certains codes, alors d'autant plus si vous voulez créer un tarot, mais ça c'est pas la question du jour. Mais à un moment, il faudra aussi que vous sentiez les choses, comment vous arrêtez, comment freiner. Là, c'est des choses qu'on ne peut pas vous apprendre, ça va être l'intuition. Donc, en fait, avec les cartes, c'est un peu pareil. Donc, faire un tarot, à un moment, un oracle, ça sera un déclic. Vous aurez un déclic et du coup, ça peut être le début de quelque chose, d'une aventure vers l'oracle qui va être assez important. La première question à vous poser, c'est quelle va être la forme de mon oracle. Est-ce que ça sera des cartes? Est-ce que ce sera des pierres peintes? Est-ce que ce sera du bois gravé? Les runes, par exemple, c'est souvent du bois gravé. Ça peut être aussi des pierres peintes. Mais en général, c'est plutôt du bois et du noisier gravé. Donc, c'est vraiment la première question, au-delà, avant d'avancer,
c'est quelle forme lui donner. Il ne faut pas être coincé par le fait de se dire je ne sais pas dessiner, je ne sais pas faire quelque chose de bricolé. Je crois que là, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que vous pouvez trouver différentes formes et même faire des oracles avec des formes extrêmement simples. C'est pour ça que les cartes qui sont très dessinées, c'est une forme d'oracle. Mais retenez bien que parfois les oracles les mieux dessinés, les plus beaux, ne sont pas les plus intuitifs. Alors ils sont jolis à l'œil, mais moi j'ai des oracles que j'ai dans ma collection uniquement parce que je les trouve jolis et esthétiques, mais en tirage, ils ne sont pas forcément utiles. Enfin disons, ils ne révèlent pas tout. Ils ont été faits beaucoup pour l'esthétique, et souvent, il manque une réflexion en profondeur sur ces oracles-là. Alors je sais qu'il y a pléthore d'oracles, et donc on est très attiré par plein d'oracles, mais méfiez-vous des trop beaux oracles. Souvent, c'est peut-être ceux qui livrent le moins de choses. Alors contrairement, il y a aussi les oracles mignons, ce que j'appelle les oracles mignons. Alors eux, par contre, c'est très intéressant parce que souvent les oracles mignons ont tendance à révéler des choses plus dures, plus difficiles que des oracles plus classiques. Alors voilà, la broderie, ça serait superbe en oracle, mais ce serait un sacré boulot et je serais très curieuse de voir ça. Donc il faut vraiment réfléchir à la forme. Donc si tu le sens en broderie, je pense qu'il faut tenter. Ça ne veut pas dire que tu iras jusqu'au bout, mais au moins voir si c'est quelque chose qui est faisable, comment. Et je crois que l'expérimentation joue beaucoup dans un oracle au départ pour trouver la forme qu'on va lui donner. C'est quelque chose d'important. Alors vous pouvez vous aider, par exemple, alors j'ai ressorti un de mes vieux livres, d'un livre comme ça, c'est le dictionnaire illustré des arts divinatoires, il en existe plein. Celui-là, il est ancien, je ne sais plus quand. Il est vieux. Il est vieux. Et dedans, vous verrez qu'il y a plein de formes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de formes. Ici, il y a une main de Fatima, avec des chiffres. Ça peut vous donner des idées, vous voyez, pour créer... il y a une table de correspondance numérique qui peut vous inspirer. Donc, vraiment... Je vous conseille de vous trouver un dictionnaire des arts divinatoires, si possible plutôt bien fait. Celui-là, il est de Pierre Ripper et je ne sais pas s'il est toujours édité. Donc c'est dictionnaire illustré des arts divinatoires et vous verrez que ça peut vous donner des pistes. Alors pour la broderie, oui, c'est vrai que la question se pose, comme la broderie est quelque chose d'assez souple. Alors, on voit sur certains tableaux brodés sont contre-collés sur des cartons, donc c'est une possibilité. Après, ça peut être un tissu brodé et il faut trouver une manière de le manipuler qui soit propre à ce jeu. Alors, comme une nappe avec un pendule ou des boutons à broder, oui. Alors là, c'est bien que tu abordes ça, on en parlera après. Oui, on a encore le temps. Mais justement, dans l'idée de broderie, tu peux aussi faire un tapis qui va aller avec ton oracle, c'est-à-dire créer un vrai tapis. Je cherche mon truc de runes. Alors quand on tire depuis longtemps, on n'a pas forcément besoin d'un tapis. Alors par contre, c'est quelque chose dont on parle aussi dans le livre, mais un tapis de tirage a une forme d'importance pour éliminer des choses, classer des choses, découvrir. Voilà, ça c'est un tapis fait pour les runes. Donc chacun a sa propre façon d'interpréter. Dans le mien, il y a Sleipnir et le Weird, et il y a deux zones. La zone d'en haut pour le tirage, bon là c'est vraiment dédié aux runes, va me donner une avancée dans le temps.
et les runes qui tombent ici touchent plutôt tout ce qui est de la sphère consciente, inconsciente, de la sphère personnelle. Ici, ça touche plutôt du coup la divination et la guidance dans le futur, façon de parler. Et ici, plus la guidance pour soi. Donc il faut, si vous pensez à un oracle et que par exemple vous brodez, c'est très bien, ce que je ne fais pas moi, vous pouvez très bien penser à un oracle qui fonctionne avec un tapis qui lui est propre, avec un espace qui lui est propre et que vous allez créer en même temps que l'oracle. Et à ce tapis, ou appelez-le comme vous voulez, cette zone que vous allez créer pour tirer votre oracle, va avoir ses propres codes aussi, tout autant que votre oracle. Donc c'est pas mal parce que ça peut vous donner vous pouvez créer vraiment un zonage qui peut vous permettre de lire mieux, d'être plus juste dans la lecture. Et c'est quelque chose qui peut être assez important dans un oracle. Parce que souvent, les gens voient les oracles plus faciles que les tarots. Mais par expérience maintenant, en discutant, je me rends compte que souvent les gens ont plus de difficultés avec un oracle qu'avec un tarot pour situer les événements, pour les classer, entre guillemets, pour savoir comment les interpréter. Et c'est vrai que ce qui pêche souvent avec les oracles qui sortent, c'est qu'il y a peu d'explications. Alors autant avec un tarot où il y a peu d'explications, on peut travailler, voire pas du tout d'explications parce qu'on a l'expérience d'autres tarots et que le tarot va répondre à des codes. Alors bien sûr, parfois il y en a qui s'en éloignent un peu, mais quand on connaît déjà les codes des tarots à la base, que ce soit Rider-Waite, Marseille, qui vont être les plus classiques pour l'inspiration, ça va. Mais un oracle avec peu d'explications, souvent laisse les gens un peu perplexes. J'avais acheté un oracle sur les vies antérieures, qui en fait ne sert pas grandement, parce qu'il répond, à part si vous recevez des gens, mais vous n'allez pas vous interroger pendant 10 ans sur votre vie, sur vos vies antérieures, sauf si vous en avez eu plein et qu'il faut toutes les visiter. Mais je crois, et ce qui manquait, c'est parfois justement ces explications, comment l'utiliser. Est-ce qu'on doit se faire une zone particulière? Donc c'est vraiment des questions qu'il faut se poser, et donc la question en même temps que votre oracle, c'est se poser la question d'un tapis ou d'une planche qui va vous permettre de zoner le tirage et de faire en sorte qu'il soit plus juste et que vous créez les propres règles, ce sera vous qui créerez les propres règles. Pour ça aussi, il faut un peu lire, pas aller juste sur oui-non. Mon tapis de runes est à la fois très simple mais complexe avec le vire. J'ai ma propre échelle après de temps, etc. Donc c'est des choses auxquelles vous pouvez penser. Et puis ça peut agrémenter votre sanctuaire, votre espace sacré, une belle nappe brodée qui est dédiée à cet oracle. C'est toujours bien, broder ou coudre des choses. Alors on parlait de boutons avant, et il me semble qu'il existe de la divination avec des boutons. Mais c'est un vieux souvenir. Il faudrait que je regarde dans mon dictionnaire, justement. Donc après, vous pouvez aussi jouer avec les nombres, jouer avec les signes du zodiaque, si vous êtes tourné vers l'astrologie, avec les saisons, avec les cycles. Je crois que dans un oracle, plus que dans un tarot, il va être important de s'intéresser au cycle et de penser à ça quand on le fait. Et aussi, pourquoi est-ce que vous le faites? La question doit aussi se poser dans le sens où à quoi doit-il répondre? Parce que tous les oracles ne vont pas répondre aux mêmes choses de la même manière. Un oracle peut aussi être à destination plus quotidienne ou alors plus universelle. Il faut vraiment penser aussi à la destination de votre oracle.
avec les tarots, c'est pareil, c'est plus simple. Mais pour un oracle, ça doit avoir une destination. Surtout si vous le créez, c'est pour une raison bien précise. Donc avant de créer votre oracle, vous pouvez prendre des notes. N'hésitez pas à prendre des notes sur cet oracle. Pourquoi ? Qu'est-ce qui m'attire dans le fait de créer un oracle ? Et mettre aussi les différentes formes auxquelles vous avez pensé. Alors maintenant, on va passer à la symbolique dans les oracles. La symbolique, c'est complexe parce que quelque chose, un symbole, peut avoir une symbolique pour vous, mais pas pour moi. Un symbole peut signifier beaucoup de choses et peu de choses. On le voit dans les églises. Je donne toujours l'exemple des églises parce que c'était les premières narrations symboliques de l'histoire de l'art qui se jouent parfois comme des... On peut les lire presque comme des bandes dessinées quand on connaît l'histoire des saints, par exemple. On sait repérer tel ou tel saint. On voit quelle histoire, quelle partie de son histoire est racontée. Est-ce qu'il y a toute son histoire ? Est-ce qu'il y a une partie de son histoire ? Et je trouve les artistes du Moyen-Âge très intéressants pour ça, parce qu'ils ont rendu les images extrêmement parlantes. Alors évidemment, les gens connaissaient beaucoup plus qu'aujourd'hui la symbolique qui était liée aux religieux. C'était leur vie entière, était réglée par le religieux. Donc, le symbole, si on prend l'abeille, et c'est drôle, parce que dans le livre de Marc Neu, sur faire son oracle, il parle de l'abeille et que pour lui, ça signifie la peur, je ne sais plus, enfin, il n'aime pas trop les abeilles, il se fait piquer. Donc, pour lui, ça va être une signification autre que la mienne. Moi qui ai une abeille tatouée ici, qui signifie le travail. Pour moi, l'abeille symbolise le travail. Donc, vous voyez qu'on peut tous avoir une autre symbolique qu'on va donner à ces choses parce que ça nous parle plus. Donc moi j'ai l'abeille et j'ai l'alpha dessus, on le voit ici. Donc l'abeille a vraiment un sens de travail, de début, de commencement. C'est l'abeille qui pollinise, donc voilà. Et donc pour d'autres, ça va être plutôt la peur, le fait qu'on soit fait piquer. Donc vraiment, c'est quelque chose à réfléchir aussi quand vous utilisez des symboles. Il y a qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Ça ne vous empêche pas d'aller voir dans un dictionnaire des symboles. C'est très important toujours, un dictionnaire des symboles chez soi, au moins un bon dictionnaire des symboles chez soi quand on se lance dans les oracles ou les tarots parce que ça aide à comprendre certaines choses. Donc ça ne nous empêche pas d'aller vérifier la signification du symbole dans sa plus grande généralité que la nôtre. Donc ça c'est un exemple parmi d'autres, l'abeille, mais vous pouvez imaginer la montagne, l'arbre, la forêt. Et après, dans un oracle, vous allez pouvoir réfléchir comment vous pouvez zoner des familles de cartes. Ça c'est important aussi parce alors, il existe des jeux où il y a des familles de cartes qui ont des couleurs différentes. J'ai un jeu où il y a des cartes à l'horizontale et des cartes à la verticale. Ce qui est assez chiant quand on le tire, entre guillemets, parce que une fois c'est comme ça, une fois c'est comme ça. C'est un petit peu casse-pied à tirer, à étaler surtout. Mais elles sont zonées suivant... Alors c'est un truc celte, c'était suivant des îles. Voilà. Donc vous pouvez zoner les choses. Le plus classique c'est les éléments, les 4 éléments. Vous pouvez zoner les choses par rapport au zodiaque. Moi, je connais moins l'astrologie. J'avoue que l'astrologie, je ne connais pas trop. Et donc, il faudra penser aussi au tiret. Donc, les correspondances personnelles des symboles, il faut les noter au fur et à mesure. Vous n'allez pas arriver un jour, je vais faire un oracle. Non. Gardez toujours un carnet sur vous. Peut-être que là aujourd'hui par exemple j'ai pensé, je travaille sur un oracle depuis très longtemps et donc je note des choses depuis très longtemps. Et aujourd'hui on discutait dans la voiture et j'ai pensé à une carte parce qu'on discutait des plantes et du jardin
Et voilà. Et donc, tout d'un coup, quelque chose s'est éclairé. Il y a une carte qui est apparue, façon de parler, et je savais que je pouvais l'intégrer dans ce jeu et que ça serait intéressant. Donc, notez, si vous avez l'intuition que quelque chose, même dans une conversation anodine, ou même en promenade, ou en voyage, maintenant qu'on peut un peu de nouveau voyager, vous notez, ou pendant une lecture, même si vous lisez un polar, à un moment, vous pouvez tomber sur un truc, vous dire, ça sonne bien, il y a un truc qui pourrait se faire. Donc, notez-le, c'est important pour pouvoir attaquer votre oracle, et puis parce qu'après, il faudra lui donner un sens, c'est-à-dire qu'il va devoir être numéroté, ou au moins une façon de le classer. Et donc pour ça, il faudra reclasser, relire, voir quel est le plus logique, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Alors il y a les oracles de G. Alors ça c'est celui de Marc. Si vous le suivez, c'est Ciel et Terre. Je vous mettrai l'adresse en dessous. Vous voyez, l'oracle de Jeté sont parfois plus simples à faire pour commencer qu'un oracle classique en carte. Tout simplement parce qu'on peut utiliser des éléments qu'on a sous la main. Là, il utilise lui des amulettes, donc, on le voit ici, auxquelles il va donner des significations. Mais vous pouvez très bien ramasser des pierres qui vous plaisent, qui ont une forme qui vous plaît, et peindre dessus quelque chose de simple. Vous pouvez inventer vos propres symboles, ou vous pouvez aller vers des sigils. Alors, on ne va pas expliquer aujourd'hui ce que sont des sigils, mais vous pouvez aller vers les sigils, pour ceux qui connaissent. Vous pouvez aller voir justement les symboliques qu'on a utilisés dans certaines choses de protection, qui peuvent servir. Les signatures des anges, par exemple, ont des symboliques très fortes et sont assez simples à redessiner. Il y a aussi les signatures des démons, si vous êtes plus versé vers le satanisme. Vous pouvez vous baser sur les runes. On prend l'ogam. Je suis vraiment pas fan de l'ogam. J'ai vraiment un problème avec l'ogam parce que c'est très artificiel ce qu'on a collé dessus au fur et à mesure du temps. Et en même temps, c'est un jeu qui peut exister en soi de façon historique ou pas. C'est-à-dire que soit vous l'utilisez vraiment dans la version moderne et contemporaine qui le rattache aux arbres et qui n'est pas forcément la version historique. Mais du coup, ça devient une entité en lui-même. L'ogam des arbres a ses significations aujourd'hui, et donc je considère que c'est un jeu qui peut être tout à fait utilisable. Donc vous voyez qu'on peut aussi, il y a des jeux qui peuvent changer de destination, et l'ogam à la base, historiquement, et surtout une écriture, il y en a qui en parleront mieux que moi, mais moi c'est quelque chose qui ne me parle absolument pas, mais c'est pas du tout ma culture, la culture irlandaise, donc je suis attirée par les belles plaines de l'Irlande, mais pas spécialement par sa culture, pas plus que ça. Peut-être qu'un jour en vieillissant, je ne sais pas, ça me viendra, mais je crois pas pour l'instant. Mais on ne sait pas, hein. Parfois, des fois les divinités sont surprenantes et peuvent venir vous chercher, et tout d'un coup vous allez vous mettre à vous intéresser à quelque chose qui ne vous intéressait pas au départ. Ça, c'est autre chose. Donc vous pouvez aussi créer justement votre propre ogam, façon de parler, allez voir à quoi ça ressemble, et vous pouvez voir donc des symboles finalement très simples. Et vous allez voir qu'avec des symboles très simples, on peut exprimer beaucoup. Il y a un oracle qui s'appelle l'oracle de l'intuition, quelque chose comme ça. C'est des cartes très simples, très colorées, avec des contrastes très forts. Et donc ça ne demande pas
un investissement dans le sens où je dois apprendre à dessiner très grand. Donc il faut absolument vous enlever de l'idée ce stress du dessin. Donc vous pouvez très bien trouver autre chose pour ça. Un oracle va demander aussi, par contre, une réflexion sur chaque fois différents degrés de lecture des cartes. Donc vous devrez réfléchir à des symboliques en se disant que ce que vous allez devoir exprimer, c'est peut-être, il va servir pour du quotidien, peut-être pour une semaine, un mois, peut-être pour plus longtemps. Et donc il faut réfléchir à ces significations. Et après, dans différents domaines de la vie aussi. Vous pouvez donner des significations aux cartes, par exemple, amour, travail, argent, les plus classiques. Et pour chaque carte, définir une signification autour de travail, argent, famille, que sais-je encore. Voilà. Ça, vous pouvez déjà le penser quand vous faites les cartes. C'est pour ça que je dis que la plupart des oracles modernes, dans leur livret, il manque de vraies explications plus profondes. On vous dit, voilà, alors j'ai représenté ça, mais voilà. Donc le mieux aussi, c'est de fonctionner par mots-clés. C'est aussi quelque chose que propose Marc Neu, et je vous dis pareil, faites des mots-clés. Les mots-clés, ça ne vous demande pas de faire un texte de fou, mais ça vous donne des mots-clés qui vont pouvoir avoir une signification et comme un espèce de menu pour chaque carte. Alors celui qui fonctionne bien là-dessus, il est rangé où ? C'est celui de Célia Mélesville, celui-là, l'oracle des reflets, parce que justement, elle a eu la bonne idée, au lieu de faire un livret complexe, mais de donner des mots-clés qui sont interprétables dans tous les domaines. Donc quand vous faites votre propre oracle, vous pouvez justement donner des mots-clés pour chaque carte, et vous verrez que ça sera plus simple, parce que ces mots-clés peuvent être compris dans un peu tous les domaines de la vie. Si on vous dit joie, ça peut être en amour, ça peut être au travail, ça peut être en argent, hop là. Donc, et des mots qui laissent un champ assez grand. N'oubliez pas aussi de laisser parfois un champ assez grand et de réduire au fur et à mesure le champ dans votre explication. C'est pour ça qu'il faut avoir différents stades et différents degrés d'explication. Oui, alors aussi quand vous avez des oracles qui existent déjà, vous pouvez rajouter des explications aux cartes suivant votre feeling par rapport à cette carte. Donc c'est pas interdit. Oui, celui de Célia est vraiment très beau, je l'aime beaucoup. Et celui que j'ai découvert, c'est celui de la fille de Marc Neu. Alors, on le voit pas bien là, mais voilà. Qui est un oracle mignon, qui a classé dans les oracles mignons. Et je m'étais dit, pour les enfants, c'est bien aussi. Et en fait, il dit des choses vraiment très vraies. Mais en même temps, je le trouve bien parce que les tarots mignons et les oracles mignons, si vous avez un enfant qui s'intéresse à ça, vous pouvez commencer par l'initier à ça. Voilà, c'était la petite parenthèse sur les oracles et les tarots mignons. Vous pouvez les initier à ça. Donc il y a des oracles justement qui laissent la porte ouverte, mais il y a des oracles qui referment trop les portes. C'est ce que je vous expliquais avant sur les oracles trop construits dans l'image pour faire joli, pour faire beau, et qui vont en fait, qui sont là pour être plus des œuvres d'art que des jeux qu'on utilise. Ah bah voilà, ouais. Oui, le White Fox, j'ai vu qu'il était mignon, oui, et j'ai cru comprendre qu'il était efficace. Et bonsoir Mélusine. Et donc voilà. Donc vous voyez qu'il y a vraiment différentes façons d'approcher l'oracle en tant que fabricant de votre propre oracle, et que vous allez surtout devoir chercher en vous ce que vous voulez exprimer. Mais le plus important à la base, ça va être de prendre des notes, et parfois ça met beaucoup de temps à se développer. Ne soyez pas pressés. Un oracle, c'est pas une course.
vous n'avez pas de train à prendre, ne soyez pas pressé pour le faire. Si vous voulez qu'il ait une vraie signification, une vraie profondeur, si vous voulez qu'il vous appartienne, il faut mettre de la sueur et du sang, comme on dit. Non, il faut mettre un peu de sueur et du temps pour le construire, parce que c'est ce qui va faire tout son charme au final et tout le lien avec vous. Si vous le faites vite, vous n'aurez pas réfléchi assez, ou peut-être que vous allez le faire vite pour faire des jolies cartes, ça arrive aussi, mais le mieux c'est de lier joli, si vous voulez vraiment faire joli, eh bien, mais après on peut faire, j'ai un jeu qui est très, je ne sais pas où il est là maintenant, évidemment je ne le vois pas dans mon Beans, j'ai un jeu qui est l'Oracle Spirit, c'est des dessins tout simples, il y a une liste de mots, et il a un fonctionnement très particulier. Si vous voulez, une fois je vous le montrerai, je vous expliquerai comment il marche. Moi je l'utilise pour interroger les morts, les personnes décédées, les défunts. Et c'est quelque chose qui est très efficace. Par contre, souvenez-vous toujours que si tirer un oracle est quelque chose d'assez fatigant, créer un oracle et y mettre de l'énergie est quelque chose qui est aussi un peu fatigant. Donc c'est pour ça aussi que je vous dis, il ne faut pas se presser. L'énergie, vous allez le charger. Il faut charger ces cartes. Moi, je le fais aussi en peinture. Une peinture, chez moi, est bonne quand elle est chargée. C'est-à-dire qu'elle fonctionne magiquement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dedans qui fait que elle renvoie quelque chose à l'autre, qu'il aime ou qu'il l'aime pas, ça lui renvoie quelque chose. Et pour vos cartes, ça sera pareil. Il faudra qu'elle crée une intuition, un sentiment qui sera relisible par vous. Oui, c'est l'oracle de Mariana. Et qui sera simple pour vous parce que vous allez le sentir. Et c'est pour ça qu'il faut prendre son temps. Je suis toujours étonnée des gens qui ont une capacité à produire des tarots, beaucoup, en moi qui travaille beaucoup, pourtant je fais beaucoup de tableaux, etc. Mais les gens qui produisent beaucoup de tarots, des fois je me dis ça doit épuiser à la fois soi, mais aussi épuiser en fait ce qu'on a à dire dans les jeux, que ce soit oracle ou tarot. Et je crois qu'il faut... c'est des choses qu'il ne faut pas faire tout le temps. Donc faites-en un déjà bien, c'est déjà un beau challenge de réussir à en faire un correct jusqu'au bout, plus que de faire un tarot, parce que les tarots, vous pouvez vous reposer sur donc, des choses qui sont écrites depuis longtemps, certaines... un mode d'emploi en quelque sorte qui existe depuis longtemps, ce qui n'est pas le cas des oracles. Un oracle, c'est vraiment un travail très personnel, surtout pour vous. Essayez de ne pas trop vous inspirer d'oracles déjà existants. On le fait déjà assez avec les tarots, donc de ne pas refaire un énième Béline ou un énième je ne sais pas quoi. Faites vraiment le vôtre. Ça ne vous empêche pas d'aller voir le Béline, par exemple, de comprendre son fonctionnement, mais ça ne sert à rien de refaire et refaire. Les tarots, on peut plus... Je trouve que les tarots, c'est plus intéressant parce qu'on peut ramener des choses au tarot tout en suivant une ligne de base, mais dans les oracles, c'est bien de fabriquer le vôtre. Et si vous avez eu envie de faire votre oracle, c'est que ça devait répondre à quelque chose qui vous est propre. Et mettez cette chose qui vous est propre en avant. Mettez-le en avant, c'est ce qui fera que votre oracle est bon. Donc, si vous êtes dans l'image, vous essayez de ne pas... alors, je conseille toujours, au cas où, un jour, vous êtes très fier de votre oracle et que vous voulez l'éditer et que vous dites « Ah, mais il est super, je vais essayer de l'éditer » ou qu'une maison d'édition se dise le repère et vous dites « Ah, mais vous n'aimeriez pas l'éditer » Évitez donc les images que vous allez pomper ou que vous allez
cherchez ailleurs. J'ai vu l'exemple il n'y a pas longtemps avec un tarot, dont j'ai oublié le nom, parce qu'il ne m'attire absolument pas, déjà à la base, mais un tarot avec des personnages de cinéma, et je me suis dit, mais il y a le problème du copyright. Comme je suis dans l'image, je connais les histoires de droit et de copyright. C'est quelque chose qui est normal et logique. Toutes les images aussi ont leurs auteurs et on se bat, c'est nous auteurs d'images. Moi qui viens de l'illustration, je n'ai cessé de me battre contre des gens qui me piquaient mes images et c'était relou. Donc il faut toujours se souvenir qu'il y a un copyright. Par exemple sur les portraits, c'est un peu différent. Alors ça c'est le truc. Le portrait c'est un peu différent parce que ça sort du truc classique de l'image. Mais par exemple si vous reprenez Tintin, Mickey ou d'autres, là vous risquez d'aller vers le copyright et d'être bloqué par les copyrights. Et des fois on se dit mais si je redessine tel ou tel personnage, ça passera. Donc il faut jouer sur le fait que c'est un portrait. Et ça c'est le portrait sur la limite en fait entre le copyright et le non-copyright, c'est ce qui donne plus de liberté. Mais pour les personnages qui ont un trademark, comme on dit, un copyright, oui, elle n'a pas pu l'éditer à cause de ça, c'est ça. Je pense qu'on parle du même, dont j'ai oublié le nom. Et dès le départ, je savais que c'était voué à l'échec à cause de ces questions de copyright, d'autant plus qu'elle a pris vraiment des trucs hyper copyrightés comme Star Wars. Et là, tu te dis, mais non, ça ne peut pas, ça ne passera jamais. Ça appartient à Disney, ce sont les pires de ce côté-là, avec Tintin, je crois. Ils poursuivent des gens, vraiment, c'est assez fou. Ils font retirer beaucoup de choses dès que ça touche à leur marque. Donc il faut vraiment se méfier. Oui, c'est celui de Soul Shadow. Ouais. Donc il faut vraiment se méfier de ces questions-là qu'on a tendance à oublier parfois. Mais c'est quelque chose auquel vous devez penser si un jour, par hasard, vous avez la chance de pouvoir éditer votre oracle. Il faut aussi savoir que ça ne doit pas être un but en soi, parce que l'édition, c'est quelque chose de complexe, que ce soit en auto-édition ou en édition classique. En plus, il y a différents contrats d'édition, etc. Donc, quand vous faites votre oracle, ne pensez pas à édition. Il faut absolument vous dire que vous le faites à la base pour vous, pour exprimer quelque chose, peut-être pour vous motiver, pour avoir un projet qui vous plaît, mais ne pensez pas à l'édition tout de suite. L'édition est un monde très particulier et donc qui va demander un investissement qui parfois n'en vaut pas toujours le coup. L'auto-édition, c'est le plus gagnant-gagnant, mais c'est ce qui demande aussi le plus de travail derrière. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre de côté et vous dire, si j'ai la chance, je dirais peut-être oui, mais sinon, vous... Et puis, ne pensez pas à la gloire. De toute façon, quand vous créez, que ce soit là dans le cadre d'un oracle ou dans le cadre de n'importe quoi, la création ne doit jamais être pensée pour vous mettre en avant, ni pour être vous rendre célèbre ou pour être famous. La vraie création, c'est quand on en a besoin pour une raison qui nous est propre, qu'elle soit cathartique. C'est souvent ça en fait. C'est souvent réparer quelque chose en nous de brisé. Et donc on va utiliser la création comme catharsis, comme résilience. Parfois on n'en est pas toujours conscient, parfois on l'est. Mais fais attention en voiture. Mais voilà. Donc faites-le vraiment pour vous, en pensant à vous et en vous demandant ce qui vous intéresserait vous, avant de chercher à vouloir plaire aux autres,
dans le style ou dans le truc. Non, c'est d'abord à vous qui doit plaire avant de plaire aux autres. Et donc, laissez-vous aller, n'hésitez pas à expérimenter des choses cousues. On a parlé de broderie au départ, moi je trouve ça très intéressant, à penser qu'un oracle peut fonctionner aussi avec un tapis que vous lui dédiez et que vous pensez pour aller avec cet oracle. Ça c'est très bien parce que ça fait un espèce d'ensemble qu'on voit peu et que moi je trouve très intéressant parce que ça fait vraiment un tout. Et à la fois, si un jour, par hasard, vous avez la chance ou la malchance parfois d'être édité, parce que des fois on se prend la tête, vous verrez que faire un tout, ça sera aussi plus simple pour les gens qui pourraient éventuellement l'utiliser plus tard. Mais à la base, c'est surtout pour vous. Donc, pour qu'il soit plus juste, vous pouvez vraiment penser avec un tapis de tirage ou une planche de tirage que vous allez organiser selon ce que vous voulez lui faire dire et qui aura une gradation ou des zones où ça veut dire ça, des zones, on peut penser par exemple aux zones, on reprend famille, travail, argent, santé, et donc suivant l'endroit où tombe, si c'est un oracle de jeté par exemple, où ça tombe, vous saurez que ça touche la famille, l'argent, et ça c'est pas mal en fait. Ça permet de recentrer son tirage et de recentrer ce qu'on veut lire. Et ça fonctionne en fait au-delà de votre propre oracle, ça va fonctionner pour d'autres jeux. Même si vous tirez les cartes, vous pouvez essayer de tirer de façon différente, par exemple avec un dé. Et de compter après. C'est des choses comme ça, des fois on découvre des choses beaucoup plus intéressantes, surtout quand on est stressé. Alors il faut se souvenir qu'il faut toujours quand même tirer les jeux et les faire dans des périodes où on est relativement serein. Par exemple, si vous êtes stressé, n'essayez pas de faire un oracle, parce que soit il sera très sombre, ce qui peut être pas mal, il existe des oracles qui sont assez sombres, mais il faut quand même donner à certaines cartes un aspect plus lumineux qu'à d'autres. L'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que toutes les cartes doivent avoir quand même toujours, ne doivent jamais être binaires, c'est-à-dire ou bien ou mal, mais doivent être toujours les deux. C'est-à-dire toujours avoir des significations plus sombres et des significations plus claires. Et c'est très important quand vous le tirez, aussi pour vous plus tard, quand vous le tirerez, de savoir que, parce que parfois on est dans le gris, on n'est ni dans le noir, ni dans le blanc, on va être entre les deux. Et donc quand on tire, donc les cartes doivent avoir ces deux aspects en elles. Et c'est peut-être le plus difficile quand vous allez penser à la signification de vos cartes, c'est de penser, de votre jeu, pas forcément cartes, comme je vous l'ai dit, mais de penser que ça peut être pas du tout binaire et que il faut que ça recouvre tout le champ du pas bien au bien, et qu'après ça va être l'intuition ou ce qui est à côté, ce que vous allez dire à côté, qui fera la lecture. Donc voilà, ça c'était sur l'oracle. Donc je vous rappelle le livre, celui-là est très très bien fait. Donc je vous mets le lien en dessous. C'est Divination, créer votre propre oracle. Il est chez Marc-Nu, il brille. Mais vous pouvez le corner comme... Ah oui, j'ai honte. Il est là en plus, il sait que j'ai corné son livre et que j'ai écrit dedans. Mais voilà. Et donc vous pouvez l'utiliser. Et comme je vous l'ai dit, les livres sont faits pour vivre. Donc vous pouvez noter aussi des choses dedans pour les retenir, pour pouvoir travailler après. Si vous avez des questions plus pratiques, vous pouvez me les mettre en dessous. Si vous avez d'autres questions moins pratiques, vous pouvez me les mettre aussi en dessous. Comme je dis toujours, il n'y a pas de questions bêtes. Je vais essayer de le mettre en replay pour celles et ceux qui sont arrivés en cours de route, pour celles et ceux qui n'ont pas pu suivre, pour celles et ceux qui étaient en voiture. Et ce qui est dommage, c'est qu'en replay, on ne voit pas parfois les questions qu'on me pose. C'est dommage, mais bon.
Alors on arrive bientôt au bout. Je rappelle que dimanche à 18h30, il y aura Lita en direct de mon espace sacré. On fera une petite cérémonie. Vous le savez, les miennes sont assez cool, pépouses. Je vous donnerai un peu plus de détails demain autour de cette petite cérémonie de Lita. On essaye de faire simple. C'est fait à la fois pour les gens qui sont païens, mais ça peut fonctionner aussi pour des gens qui ne le sont pas du tout et qui souhaitent un moment de calme et presque de méditation. D'ailleurs, on finit toujours par une petite méditation, mais pas une méditation qui va vous emmener dans les choses sombres. Ça va être une méditation plus légère, juste se détendre, ressentir un peu le moment ensemble et en même temps séparés, mais ensemble réunis par le virtuel. Donc ça sera à 18h30 dimanche. Et puis d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en dessous. Si vous trouvez que votre question ne va pas dans les commentaires, vous pouvez toujours me l'écrire en privé. Alors des fois, je mets plus de temps en privé à répondre. Je suis désolée. Surtout qu'en ce moment, je suis assez occupée. Je fais pas mal de choses, mais je finis toujours par répondre. Parfois, c'est long. Je suis un peu comme une chronopost ou la poste. Des fois, c'est long. Mais je finis toujours par le faire. Donc bonne soirée à tout le monde. N'hésitez pas à poser vos questions. Et surtout, si vous voulez vous lancer, lancez-vous. Amusez-vous, expérimentez. Je vous mets les références en dessous. N'hésitez pas à m'écrire si un jour vous êtes en cours d'oracle et que vous avez une question. Je pourrais peut-être y répondre. Je ne dis pas que je sais répondre à tout, hein, mais voilà. Et puis à très bientôt.